Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver tous aujourd'hui pour cet événement consacré au bilan d'étape de la Banque de projets industriels, un événement porté par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique. Un événement, comme vous le voyez, digital, à la fois présentiel, dans un total respect des normes sanitaires, mais aussi accessible sur le digital, que vous pouvez d'ailleurs suivre tous sur les différents médias digitaux du ministère, que ce soit sur YouTube, Twitter ou encore Facebook, avec notamment la présence de nos investisseurs sur la technologie de Zoom. Lancée en septembre 2020, la banque d'investissement vise avant tout à encourager l'esprit ou l'entrepreneuriat industriel, de consolider l'assise industrielle et les secteurs productifs, mais aussi une substitution en partie de nos importations à la faveur justement de la fabrication locale, un instrument de relance industrielle mis sur les rails il y a à peine quelques mois après justement le déclenchement de cette pandémie et qui évolue, il faut le dire, sur les chapeaux de roue. Madame, Monsieur, sans plus tarder, je vous prie de bien vouloir accueillir avec moi Monsieur Moulahfid Alami, ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique. Monsieur le ministre, bonjour. Comme Bonjour. vous voyez, on respecte la distance Écoutez, réglementaire. bienvenue à tous ceux qui sont avec nous de façon en présentiel. Je voudrais déclarer que tout le monde a été testé aujourd'hui. L'ensemble des personnes présentes ont été testées avec un test marocain. Excellent. Avec plaisir, laissez-moi 2 minutes de le dire parce que ça vaut la peine. C'est Masser qui a réalisé ces tests rapides qui sont faits en quelques secondes. Et voilà que le Maroc fait de la substitution, pas uniquement, il va bien au-delà en faisant des choses très technologiques et très avancées. Et justement, Monsieur le ministre, c'est un exemple concret de la montée en gamme de notre industrie, une industrie qui, malgré les à-coups de cette crise, a démontré une résilience, une agilité, une attractivité. Dans le cadre de cette dynamique sectorielle, quelle est justement la finalité derrière le lancement de cette banque de projets industriels ? Alors la genèse, en quelques mots, chacun a vécu avec nous cette pandémie qui a été dramatique pour l'ensemble du globe. Le Royaume du Maroc a réussi, pendant cette période-là, à réaliser un certain nombre de choses assez exceptionnelles. Je vous donnerai la vaccination en dernier lieu, comment le Royaume du Maroc l'a organisé, et je crois que c'est exemplaire et nous allons garder cela en mémoire. Mais il n'y a pas que ça. Pendant la pandémie, l'approvisionnement a été quelque chose d'exceptionnel. Nous n'avons, alhamdoulilah, nous n'avons manqué de rien. Mais aussi, nous avons, pendant cette période, découvert le talent marocain, l'innovation marocaine, la capacité de résilience de nos opérateurs, leur agilité, la capacité de fabriquer pour substituer. L'idée est venue d'un point simple. Les écouvillons, vous savez, cette chose désagréable qu'on met dans le nez pour pouvoir faire les tests PCR, eh bien, à un moment donné, ils étaient en rupture de stock, et ils viennent tous d'Asie, et le Maroc les a fabriqués en mettant un espèce de GIE autour du ministère. Nous avons regroupé un certain nombre d'opérateurs, réalisé ces écouvillons, qui sont achetés de l'étranger à 3 $ et qui sont faits au Maroc de meilleure qualité, dans des laboratoires pharmaceutiques à 1 $. Des économies importante, et si vous voulez, ça donne des idées, de dire, voilà, au Maroc, nous sommes capables de produire des choses encore plus qualitatives et plus compétitives. Alors, l'idée de la banque de projet, je ne vous cache pas qu'elle germe depuis plusieurs années, on y travaille, parce qu'une grande frustration est que le Maroc importe annuellement 183 milliards de dirhams. Dans ces 183 milliards de dirhams, on avait un souhait, c'est qu'une partie soit fabriquée au Maroc, que les opérateurs puissent la réaliser, ça crée de la richesse qui reste chez nous, mais aussi, quand ils la réalisent, ils emploient des Marocains et tous les pays ont besoin d'emplois de qualité. Alors nous avons pris ces 183 milliards, nous les avons disséqués et essayé de voir quelle partie pourrait être faite rapidement avec une capacité de la faire. Nous avons défini un premier lot important de 34 milliards de dirhams. Et nous nous sommes dit, eh bien, ces 34 milliards de dirhams devraient générer, on espère, qu'ils puissent générer en plus la moitié en export, c'est-à-dire 34 milliards de dirhams de substitution et 17 milliards de dirhams
en exportation, ce qui fait un total de 51 milliards de dirhams pour soulager la balance commerciale du royaume. Voilà le premier projet. Et donc on a dit, au lieu de les proposer et de demander aux opérateurs et aux gens qui veulent faire cette substitution de se débrouiller, on a dit pourquoi on ne contribuerait pas en réalisant des fiches projets très avancées où on fait une étude de marché, on essaye de trouver où ce business peut qui achète, est-ce que c'est l'État qui achète pour la préférence nationale, est-ce que c'est le privé qui achète, comment on peut l'incentiver pour que ça fonctionne. Eh bien, tout ça a été fait en un temps record pendant la pandémie, en se disant, eh bien, la pandémie est là, certes, mais nous allons traverser cette période en sortant agrandis, pas affaiblis. Donc voilà l'idée de cette banque de projets. Comme quoi, une crise est pleine d'opportunités. Alors, Monsieur le ministre, reste avec nous. On va justement regarder un témoignage d'un chef d'entreprise dans le secteur du textile qui a adhéré à cette banque de projets industriels. Et vous allez justement le voir et lui apporter beaucoup de solutions, pour ne pas dire de nouveaux relais de croissance. Regardez. الاختصاص ديالنا هو نسيج المفروشات. On a créé une cellule de production ديال ما هو علاقه له بالبرودري، لان هذا المنتوج هذا كان الاغلبيه ديالو تيدخل من الصين، واللي طغى على السوق المغربيه واللي ما خلالناش فرص الشغل كثيره في المغرب هو والمنتوج التركي. قمنا باتصال بالجمعيه النسيج المغربيه اللي هي لاميد، اللي دارت لنا واحد الموعد مع الناس ديال الوزاره اللي حلوا لنا البيبان ديالهم وشرحوا لنا ما هي المساطر اللي كنا نتبعوها ونمشيو بها، وبالحمد لله توفقنا في هذا الشيء هذا وجبرنا هذاك الشيء بالفعل كاين، وسنينا اتفاقيه مع وزير الصناعه والتجاره من اجل المواكبه في هذا المشروع ان شاء الله. هذا المنتوج اللي ما كانش يتصنع في المغرب نهائيا، الزبائن ديالنا المغاربه كانوا في حاجه لهذا المنتوج، اذا هذه المواكبه اللي دارت الدوله وعطات واحد الفرصه للمستثمر المغربي انه يستثمر ويخلق فرص شغل للمغاربه ويطور المنتوج المغربي. المشروع كان تقريبا في الطور الثاني ديالو تقريبا واحد 6 مليون ديال الدرهم، والدوله تدعم تقريبا ب 30% في هذا المنتوج هذا ان شاء الله. الهدف ديالنا هو اننا ندعموا الصناعه المغربيه، اللي كانت الصناعه المغربيه في الخصوص في النسيج من بين الدول كانت تباهي الدول المتقدمه والدول الاوروبيه. كان النسيج المغربي عنده واحد القيمه كثيره، وكانوا الناس الاوروبيين والخليجيين تياخذوا السلعه من المغرب. نحاولوا نعاود الله بحول الله اننا نعاود نمشيو في هذا الطريق هذا وننميو هذه المشروعات هذه ونديروا مشاريع اخرى ان شاء الله. المشروع ديالنا الحمد لله اليوم وصلنا ل 95% فيه، انه الشركه الان قائمه الذات، دخل الماتيريال دخلها هو الى انستالي، خدامين به الحمد لله، وظفنا عمال جدد اللي في هذا المشروع هذا، وهو غادي في الطريق الصواب ديالو ان شاء الله. Alors, Monsieur le Ministre, on l'a vu, un témoignage éloquent, évocateur. On l'a vu clairement, c'est qu'un effort colossal a été mis en place pour justement identifier les secteurs porteurs, mais aussi présenter des projets clés en main à ces investisseurs. Mais en aval, quel dispositif vous avez mis en place pour accompagner ces porteurs de projets et réussir in fine ce chantier industriel? Alors d'abord, je voudrais remercier la personne qui est intervenue et lui dire que c'est nous qui sommes à sa disposition et nous sommes vraiment l'arme au pied pour accompagner tous les gens comme ça qui ont une volonté de substituer ce que nous importons, de faire travailler des Marocains. Donc nous sommes à son entière disposition. Ce que nous avons mis en place, c'est d'abord ce qu'on appelle une war room. C'est une petite salle de guerre pour pouvoir affronter tout cela. Cette war room a été mise en place au sein du ministère, permettant de piloter ces projets dans les différentes étapes, avec plusieurs, si vous voulez, stations, chacune spécialisée pour pouvoir accompagner le projet de sa naissance, de la naissance de l'idée, jusqu'à sa réalisation, en partant en background, si vous voulez, avec cette importation qui est faite, des 34 milliards, de voir exactement qui les achète. Est-ce que nous pouvons pousser pour que ces produits ne s'achètent plus? Par exemple, les cartables que nous donnions annuellement, il y a 1 million de cartables qui étaient importés pour être offerts aux Marocains, faits avec des mains qui n'étaient pas marocaines. Eh bien, c'est la deuxième année, cette année, que la rentrée utilisera des cartables 100% marocains, faits par des Marocains, et ce million de cartables est fait au Maroc. Donc voilà, nous avons mis en place cette war room.
Nous avons 10 pôles d'accompagnement, comme je disais, ces différentes stations qui ont pu accompagner tous ces projets dans toutes leurs étapes. Nous avons un système de pilotage qui permet de savoir pour chaque projet dans quelle étape il se trouve et qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'accompagner davantage, pour traverser et passer à l'étape suivante. Enfin, nous avons mis une application digitale qui pourra vous être présentée, qui est très intéressante, permettant de donner l'ensemble des informations et d'accompagner les opérateurs. Alors, si vous voulez, c'est de l'amont à l'aval. C'est de l'accompagnement de l'idée, c'est-à-dire qu'on découvre, avec les chiffres que nous avons auprès de l'Office d'échange et auprès de l'ensemble des opérateurs avec lesquels nous sommes en relation, pour savoir exactement quelle est la quantité qui est importée. À partir de là, on fait un business plan pour savoir est-ce que ça tient la route, est-ce que c'est faisable, est-ce que la matière première est marocaine, elle n'est pas marocaine, est-ce que l'écosystème est présent ou il n'est pas présent. Donc le projet n'est présenté que quand il a un sens économique. Donc voilà ce qui a été fait, c'est une première en effet, mais ça ne sera pas une dernière, je l'espère bien. Alors, Monsieur le ministre, restez également avec nous, on va voir un autre témoignage. On a vu que les PME suivent ce mouvement de transformation, mais il y a aussi les grandes entreprises. Nous allons regarder le témoignage d'un grand acteur de l'industrie agroalimentaire et comment cette banque de projets l'a vraiment aidé à améliorer l'outil de production et diversifier ses parts au niveau du marché local. Regardez. هذا جاء في إطار تكملة ديال المنتجات الحليبية اللي هي أصلا موجودة وكان خاصنا هذا المنتوج اللي هو الفرomage الطري واللي غادي هذه الوحدة إن شاء الله تقوم بالإنتاج ديالو. المواكبة منذ البداية ديال الفكرة تاع المشروع خاصة تحضير الملف المتعلق بالإعانة ديال الدولة اللي حظينا بالمتابعة من أجل تكوين الملف جميع المراحل ديالو وكذلك المتابعة أثناء الإنجاز ديال المشروع. هذا الدعم ديال وزارة التجارة جد مهم لأنه غادي يشجعنا ويشجع الفاعلين الآخرين باش ننتجوا منتوجات اللي البلاد ديالنا قادرة تنتجها بدلا من الاعتماد على الاستيراد. المشروع اليوم وصل تقريبا للمرحلة النهائية تاعته. حاليا المرحلة اللي وصلنا لبناية كاملة، الأجهزة كلها موجودة، باقي التركيب ديال الانرجي، الماء، الضوء إلى آخره، وغادي يبدا فيها الإنتاج الفعلي إن شاء الله. من المنتظر هذه الوحدة غتشغل 80 ديال مناصب الشغل قارة، زيادة على المناصب اللي غتكون في إطار التسويق، لأن عندنا طاقم كامل في اللي كيسوق عبر السوق المغربية. هذا المنتوج غادي يكون إن شاء الله من جودة عالية، أصلا تعاونية، السياسة تاعتها منذ البداية وهي دائما منتوجات ذات جودة عالية لربح الثقة ديال المستهلكين. Monsieur le ministre, oui. Ça inspire beaucoup. D'abord, je voudrais rendre hommage à Seoul Titi parce que pendant la pandémie et au tout début pour la distribution des masques, nous nous sommes trouvés avec les masques produits dans les usines et il fallait trouver le moyen de les faire arriver dans les épiceries à travers le royaume. Donc on a eu une idée, c'était de nous approcher de ceux qui touchent les épiciers, donc les entreprises de lait, dont l'entreprise de Seoul Titi. Il a été à nos côtés à 100% dès le départ, mobilisé à faire tout ce qu'on voulait. Et donc, je voudrais lui rendre hommage. Voilà le type d'entrepreneur qui fait plaisir à voir, parce que, il est successful, ses affaires fonctionnent très bien, il réfléchit bien ses affaires avant de les réaliser, mais il a une fibre nationale qui est exceptionnelle, et quand on l'appelle pour un projet pour le pays, il dit « je suis présent, ce que vous voulez », et je ne l'oublierai pas, je vous l'avoue. Donc pour ce qui est de ces projets-là, c'est exactement ce dont on a besoin. Nous importons des produits dérivés du lait qui n'ont aucun sens, alors que nous sommes capables de produire à partir du lait frais marocain qui est qualitatif tout ce que nous voulons. Ça, c'est un projet qui fait partie aussi des projets que nous chérissons.
Alors, monsieur, avant la projection de ce témoignage, vous avez évoqué une partie de cette batterie de mesures mises en place pour l'accompagnement. Quelles sont les autres mesures, notamment mises en place, pour faciliter la tâche à ces investisseurs? Alors écoutez, la première mesure qui est fondamentale, et nous avons bataillé des années pour l'obtenir, c'est la commande publique. Lorsque la commande publique s'adresse à des importations à l'international, on trouve ça complètement aberrant. La commande publique doit d'abord servir aux Marocains pour créer de l'emploi pour les Marocains. Et accessoirement, pour que les opérateurs fassent des affaires. Ce n'est pas antinomique, bien au contraire. Si on n'a pas des opérateurs qui font des affaires, on n'aura pas d'emploi qui se créerait au Maroc. Donc cette commande publique est fondamentale, c'est l'axe numéro 1, et nous avons travaillé avec le ministère des Finances de façon à ce que ce texte passe pour que la commande publique, on puisse l'adresser et que les opérateurs marocains puissent se servir dans cette commande publique. Évidemment, avec une qualité, c'est indiscutable, avec une qualité et un prix qui soit compétitif. On n'utilise pas la commande publique pour acheter de la qualité mauvaise ou à des prix qui n'ont aucun sens. Cette commande publique est réservée aux opérateurs marocains pour qu'ils soient compétitifs. Alors, le deuxième élément, c'est d'aller approcher les donneurs d'ordre. Nous avons des donneurs d'ordre, comme je viens de vous le dire, par la commande publique qui sont publics, mais nous avons des donneurs d'ordre, des grands donneurs d'ordre qui sont privés. Lorsque vous avez la grande distribution marocaine qui importait beaucoup de choses, avec le travail que nous avons fait ensemble à travers la banque de projets, nous avons Marjan qui a joué le jeu et qui a arrêté d'importer énormément de choses, dont le textile et l'alimentaire, et qui désormais l'achète à partir d'une production marocaine. Voici des emplois qui se créent, voici des opérateurs qui ont un chiffre d'affaires, un business, et tout se développe. Alors, nous avons besoin d'assistance technique lorsque nous voulons créer un projet et nous n'avons pas la connaissance du secteur, du métier, du donneur d'ordre, etc. Cette assistance technique est donnée par le ministère et cet accompagnement est fait par le ministère. Et l'élément, le dernier mais non le moindre, c'est la normalisation. Parce que ce qui se passe, lorsque vous avez du dumping, il a plusieurs formes, ce dumping. La première forme, qui est banale, c'est que quand je veux noyer votre marché, je vais vendre une marchandise à un prix décoté, de façon importante. La deuxième façon de pouvoir tricher, c'est de mettre une qualité sur les papiers et de vous envoyer une marchandise avec une qualité différente. Donc les normes que nous avons installées, les normes marocaines, on en a mis des milliers ces dernières années. Et Imanor, qui est une structure qui a pignon sur rue et une réputation désormais internationale, donne ces labels de qualité et ces normes de qualité permettant de contrôler tout ce qui rentre de l'étranger. Je vous donne un exemple. Les chargeurs de portables qui venaient et qui explosaient et qui sont un danger public. Les plaquettes de frein qui venaient de Chine avec une marque dessus comme venant d'Allemagne, etc. Nous avons combattu et nous combattons et nous combattrons toujours ce type de triche parce que ça a plusieurs effets. D'abord la santé des Marocains, la sécurité des Marocains et enfin la compétitivité qui n'est pas loyale. Nous acceptons d'être battus en tant qu'opérateurs marocains lorsque la compétition est loyale et que vous importez, vous payez vos douanes, vous rentrez normalement et qu'il n'y ait pas de dumping. Là, nous l'acceptons. Mais lorsqu'il y a une tricherie, le rôle de l'État, c'est de protéger, et je mesure mes mots, c'est de protéger son dispositif productif national contre les agressions qui ne sont pas légitimes. Et ça, on est intraitable. Et lorsqu'on a Imanor avec la normalisation, nous avons les outils pour pouvoir contrôler de façon équitable, éthique, tout ce qui rentre de l'étranger et protéger notre production nationale. Alors, Monsieur le ministre, pour résumer, c'est une nouvelle dynamique industrielle qui vise à mobiliser l'investissement privé dans les secteurs productifs et pour accélérer notre industrie. Aujourd'hui, quel bilan d'étape faites-vous de cette banque de projets industriels quelques mois à peine après son lancement? Alors, on va vous donner des chiffres très rapidement. Je vous rappelle que nous étions sur un objectif un peu lointain de 34 milliards de dirhams de substitution dans ce projet que nous avions défini, qui était très ambitieux, en espérant exporter 17 milliards, donc 34 milliards
qu'on importe, qu'on n'importerait plus, et 17 milliards qu'on pourrait exporter, parce que si on n'importe plus, ça veut dire qu'on a la bonne qualité et qu'on a le bon prix. Et donc, on espère qu'on pourrait exporter 17 milliards, donc la moitié de ce que nous allons substituer. Alors, les chiffres aujourd'hui que nous pouvons voir, voilà ce qui a été fait à date, c'est 35,5 milliards. Donc nous avons dépassé les objectifs concernant la substitution, mais lorsque vous regardez le potentiel d'export, on espérait 17 milliards, nous sommes à 50 milliards. Pratiquement 3 fois l'objectif assigné. Absolument, mais ce n'est pas parce qu'on a atteint cet objectif-là qu'on va s'arrêter. Je vous donne un exemple concret. Lorsque vous regardez le secteur automobile, nous consommons 10% de ce que nous produisons. Donc on espère, un jour, consommer 10% des 34 milliards devrait devenir, n'est-ce pas, 9 fois 34 milliards pour l'export. Et là, on aura gagné le pari. Là, le Maroc aura complètement changé de dynamique. Alors, revenons sur Terre. Aujourd'hui, les 34 milliards plus les 17 qui étaient 51 d'objectifs, nous avons atteint 85,5 milliards de dirhams d'impact sur la balance commerciale. Alors, c'est un objectif atteint, certes. Les équipes ont fait un travail important d'arrache-pied. La War Room n'a pas arrêté. Les personnes qui ont travaillé sur les fiches projets ont fait un travail intéressant. Nous avons atteint les objectifs, on doit l'avouer, dans des délais inférieurs à ce que nous avions comme estimation. On pensait que ça allait prendre un peu plus de temps. Mais le fait de faire un travail pendant la période de pandémie, après avoir découvert le potentiel marocain, le génie marocain de transformation des usines pour fabriquer autre chose. Les masques, souvenez-vous, on ne savait pas les faire. On n'avait pas d'usine de masques au Maroc. Et donc on est parti de rien pour y arriver, et on y est arrivé. Et aujourd'hui, on fabrique ce qu'il y a de mieux dans le monde. Avec des machines fabriquées localement. Alors justement, les machines, c'est des raisons qui font que, des circonstances qui font qu'on découvre le talent marocain. Par exemple, pour les machines, nous étions à un moment donné bloqués parce que la Chine était débordée de commandes et donc ne pouvait plus fournir les machines de fabrication de masques. Nous avons pris c'est compliqué, hein, une machine de fabrication de masques, c'est très long, c'est complexe. Donc nous avons divisé cette machine en deux, remis une partie au secteur aéronautique, une partie au secteur automobile, qui ont chacun réalisé ces parties-là. Nous avons réuni cela et depuis, nous n'achetons plus d'usines de masques. Nous sommes capables de fabriquer tous les masques que l'on souhaite avec des machines marocaines. C'est cette substitution dont on parle. Les respirateurs en sont un exemple. Les lits de réanimation en sont un autre exemple. Je vous ai parlé des tests PCR, les écouvillons, les visières, enfin tout ça. Lorsqu'on parle du gel hydroalcoolique que nous importions parce que l'éthanol, on n'avait pas, etc. Et l'éthanol est devenu une denrée extrêmement recherchée et absente pendant la pandémie. Le Maroc a redémarré son usine et fabriqué 240 hectolitres par jour. Au-delà de combler son besoin national, il exporte de l'éthanol. Donc aujourd'hui, nous sommes capables de substituer à peu près tout ce que nous souhaitons. Donc nous avons des personnes qualifiées, des ressources humaines pour travailler avec des ingénieurs, des techniciens supérieurs qui sont recherchés dans le monde entier, qui font du MRO, ce qu'on appelle le MRO, de l'entretien des avions et de la réparation d'avions. Parmi les meilleurs au monde, nous avons les Marocains, ces techniciens marocains. Nous fabriquons des réacteurs d'avions au Maroc, par Safran. Donc pourquoi voulez-vous qu'on ne fabrique pas un fromage ou un biscuit ou un chocolat ou encore un cartable ou une table de glace. Ouais. Oui, nous avons fabriqué aussi le thermomètre thermique, hein, que sans vous toucher, on a la température, la caméra, etc. Tout ça a été fabriqué au Maroc. Et en temps record. En quelques mois, on a tout fait. En très peu de temps, parce que le génie marocain, quand vous faites appel à ce génie marocain, il est là. Alors nous sommes capables de faire des choses. Maintenant, est-ce qu'on est capable de tout faire? Certainement non. Mais ce que nous sommes capables de faire, je défie quiconque de venir me démontrer que ce qui est fait au Maroc n'est pas marocain. Et le sujet est clos. C'est terminé. On ne pourra plus expliquer aux Marocains, c'est la raison pour laquelle on se voit aujourd'hui, c'est pour partager cela. Ça ne sert à rien que le ministère le sache tout seul.
Je passe mon temps au Parlement, je passe mon temps quand je rencontre les gens à expliquer que la jeunesse marocaine n'a rien à envier à n'importe quelle jeunesse. Pourquoi voulez-vous qu'un Marocain recruté par Safran fabrique un réacteur qui est la partie la plus complexe à faire dans le monde de l'industrie et que moi, Marocain, je considère que ce n'est pas possible? Pourquoi on a des gens qui ont fabriqué des vaccins dans le monde qui sont marocains et ici on n'est pas capable de fabriquer du fromage? Expliquez-moi. Si vous avez une explication, je comprendrai. Monsieur le ministre, avant de poursuivre notre échange, je vous rappelle qu'on est en direct sur les différents médias sociaux du ministère, que ce soit YouTube, Twitter ou encore Facebook. Et nous avons pas mal de réactions. Il faut dire que cette banque de projets industriels suscite l'intérêt des internautes. La régie, il m'a remis 2 questions que je vais vous poser. La première est celle de Nada, qui parle justement quelle est la répartition des investissements sur les régions du Maroc. Est-ce que ça se limite tout le temps sur l'axe Tanger-Marrakech ou ça couvre d'autres régions dans notre royaume? On va commencer par la fin. La banque de projet, à date, a couvert 8 régions sur les 12. Nous avons eu la participation des CRI, qui, certains ont été plus dynamiques que d'autres, etc. Ça a pris du temps pour que la dynamique se mette en place, parce que les gens ne croyaient pas trop à cette banque de projets avant de voir les premiers projets sortir de terre. Donc il y a 8 régions qui en ont profité. Je dis aux autres régions, profitez. C'est des accès Internet où vous pouvez avoir accès à ces projets-là et on peut fabriquer du fromage, des cartables dans toutes les régions du royaume. Donc il n'y a pas de projet réservé à qui que ce soit. Au contraire, nous sommes prêts à faire du favoritisme pour les régions qui ont moins profité. Et c'est normal. Hein, nous devons, dans un cadre de participation collective pour atteindre les objectifs, de le faire. Donc les régions sont totalement impliquées. Nous avons voulu impliquer les CRI, les chambres de commerce, la CGEM avec toutes ces délégations régionales pour que ces projets-là ne restent surtout pas au niveau central, comme vous le soulignez. Maintenant, je rappelle que l'industrie au Maroc, il y a à peine quelques années, avant que Sa Majesté le roi Mohamed VI s'en occupe, c'était à Casablanca. L'industrie était à Casablanca. Et puis il a décidé de faire Tanger-Med. On a découvert qu'il y avait Casablanca et Tanger. On a dit, bon, il y en a marre de Casablanca. Maintenant, on a dit, il y en a marre de Casablanca et de Tanger. Il a décidé d'ouvrir Kenitra. Cette région était très pauvre, avec un chômage invraisemblable, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et juste après, il y a eu Agadir, qui se développe. Et donc, en effet, on ne peut pas aller, comme on dit, plus vite que la musique. On accélère au maximum. Il ne faut pas faire de carambolage non plus. Il faut faire les choses de façon sereine, avec l'ensemble des régions doivent être touchées, mais dans l'ordre. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a un travail qui est fait sur Fès, Meknes, où c'est un pôle aussi qui se développe de façon intéressante. On est en train d'essayer d'aller au maximum en suivant, évidemment, les infrastructures sont nécessaires. Hein. Les ports, les aéroports, les routes, les autoroutes sont nécessaires pour tout investisseur pour qu'il puisse s'installer. Et toutes les régions qui ont été dynamiques, qui ont contribué, ont bénéficié et elles bénéficieront encore. Il y a plein de projets à l'avenir qui vont être à disposition. On a une autre question de Si Mohamed. Quel est le profil des bénéficiaires de cette banque de projets? Est-ce qu'il faut être absolument une grande entreprise ou une TPME pour avoir justement un de ces projets proposés par la banque? Alors tout le monde a accès. Tout le monde a accès à cette banque de projets. Une grande entreprise peut faire un projet important, la fromagerie, parce qu'elle a le lait en amont et donc elle a une facilité de faire un projet de ce type-là. C'est plus complexe pour une PME ou une TPE qui n'a pas l'accès à la matière première. Mais c'est accessible à une TPE, c'est accessible à un auto-entrepreneur, c'est accessible à tout le monde. Il y a différentes tailles de projets qui permettent à tout un chacun de trouver son bonheur dans cela. Ce qui m'intéresse, c'est de sentir une dynamique nouvelle. Nous avons été, dans le passé lointain, commerçants. Nous sommes devenus industriels. Et nous sommes passés d'industriels, on a un peu erré, on a été faire de l'immobilier, un peu de bourse, etc.
Et mon grand bonheur, c'est de sentir profondément un retour sérieux à l'outil productif, à l'industrie. Je perçois beaucoup de gens, grandes, moyennes et petites entreprises, y compris des auto-entrepreneurs, qui considèrent que ce secteur-là de l'industrie peut leur offrir des possibilités. Et désormais, l'industrie est accessible à tout le monde. On a compris que l'argent facile est fini. Hein, les plus-values boursières, etc., c'est un temps révolu. C'est normal. Les économies atteignent une maturité. Elles ont abandonné l'industrie pendant un moment. Je sens un reflux où on revient sérieusement, mais désormais cette fois-ci avec des technologies, des technicités, un savoir-faire, une démarche avec des business plans, des études de marché, des attaques nouvelles avec des produits sophistiqués. C'est cette industrie qui fait plaisir. C'est cette industrie qui utilise tout ce que nos jeunes apprennent aujourd'hui dans les écoles, les universités, etc. Ils viennent avec des idées nouvelles, un savoir-faire nouveau et, comparé à notre génération, totalement décomplexé. Je dois dire que nous étions une génération un peu plus complexée. On nous a aidés à l'être, n'est-ce pas? Mais la génération montante est absolument débarrassée de tout complexe, donc elle est capable de créer une start-up et de vendre ses produits à travers le monde sans aucune limite, aucun frein. C'est ce Maroc qui fait plaisir. Alors, on l'a vu, un bilan plus que probant et un avenir qui s'annonce prometteur pour la montée en cadence et pour l'accélération de l'industrie marocaine. Aujourd'hui, ça va même se matérialiser par la signature d'un 3e lot de conventions d'investissement. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu sur le nombre des conventions et leur impact en termes d'investissement et de création d'emplois? Alors, nous allons signer aujourd'hui encore. Vous nous en excuserez, on n'est pas tous ensemble ici présents. Il y a des personnes qui signent et qui sont présentes en visioconférence. Je les salue et les remercie d'être mobilisés à nos côtés. Merci beaucoup d'être là. Alors, nous avons 73 conventions que nous signons avec 2,8 milliards d'investissements, 4,1 milliards de potentiel de substitution, c'est important. Pour l'instant, 1,4 milliard d'exports potentiels. Donc, on est à 5,5 milliards d'exports potentiels et 10 600 emplois, ce n'est pas rien, touchant les 8 régions, comme je vous l'ai dit. Alors, ce sont des projets qui sont intéressants. Nous montons en gamme de batch de signatures en nouveaux projets. Nous montons en gamme. Nous voyons des projets avec de la technologie. Vous avez vu de la substitution qui a été faite dans les projets qui sont passés. Tous les projets que nous avons signés et que nous vous avons présentés sont réalisés opérationnels en production ou en construction, en montage. Là aussi, on a gagné au Maroc en délai de réalisation de nos usines. On réalisait des usines entre 2 et 3 ans. On réalise des usines aujourd'hui en 7 mois. Les usines sont réalisées au Maroc, de grandes usines, en 7 mois. Donc c'est incroyable. Quelqu'un d'un grand groupe, pour ne pas le citer, je pense que c'est Faurecia, si mes souvenirs sont bons, le président de Faurecia, me disait qu'au Maroc, ils ont fait des usines exactement les mêmes qu'en Chine, plus rapidement qu'en Chine. Donc c'est pas mal, hein, si on arrive à des ratios comme ça et qu'on s'approche à des... Vous savez que les Chinois construisent très rapidement, donc si on arrive chez nous à faire des choses de ce type-là. Ça veut dire que ces projets-là ont 7 à 10 mois pour être opérationnels, au-delà de sortir de terre, commencer à commercialiser leurs produits. Voilà où nous en sommes. Alors, un effet d'émulation et des objectifs largement atteints. Est-ce que vous allez vous arrêter en si bon chemin ou plutôt vous allez continuer à proposer à nos industriels de nouvelles opportunités? Je pense qu'on va se réunir au sein du ministère, poser cette question à tout un chacun. Toute personne qui lèvera la main pour dire on va s'arrêter, on va la mettre dehors, y compris moi d'ailleurs. Hein, on va se débarrasser de ces gens-là. Et tous les autres qui vont rester, ils vont aller plus loin. On n'a pas le droit dans notre pays, ni le luxe, d'aller en vacances. Nous avons des filons que nous tenons qui marchent. Nous avons des opérateurs qui sont demandeurs. Une jeunesse qui est prête à se retrousser les manches et à réaliser des merveilles. Comment voulez-vous qu'on puisse se permettre, nous, fonctionnaires, aujourd'hui, au service de nos concitoyens, d'aller à la retraite, d'aller dormir ou d'aller en vacances? Nous pouvons faire des choses très simples,
c'est de quitter et de venir à vos côtés, vous faire, je parle des opérateurs économiques, vous faire de la concurrence, faire avec vous des opérations, parce que quand on voit des projets comme ça, on en a envie, vous le comprenez bien. Et j'invite aussi les gens de la fonction publique qui veulent se transformer en entrepreneurs, ils sont les bienvenus, on les aidera à faire des projets de ce type-là. Toute personne qui veut faire ces projets-là les fera. Mais ceux qui sont au ministère, ceux qui restent au ministère, sont piqués par le bien-être que ça génère de servir son pays, de donner un sens à sa vie. Nous travaillons jour et nuit, les équipes que je ne remercie jamais, donc je profite cette fois-ci pour leur passer un message, bravo, bravo, même si on ne le mérite pas, je vous dis bravo, on a fait un... Vous avez fait un merveilleux travail, je ne vous l'ai jamais dit et je ne vous le redirai plus jamais. À partir d'aujourd'hui, il faut qu'on double ce qu'on a fait, évidemment, mais il y a un travail qui a été fait et encouragé par la réceptivité des gens qui ont réalisé ces projets. On aurait pu faire tout ce travail pour rien, eh bien non. Nous avons des femmes et des hommes dans ce pays qui sont prêts à relever le défi et à aller très loin. Il faut juste qu'on ait un peu plus confiance en nous. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aura de nouvelles fiches de projets qui seront justement présentées à nos investisseurs? Pour ne rien vous cacher, nous mettons aujourd'hui 75 nouveaux projets en ligne. Voilà, vous les aurez en ligne à partir de maintenant. Vous pouvez accéder, pour ceux qui veulent de nouveaux projets, qui cherchent leur bonheur, eh bien, ils pourront fouiller dans cette banque de projets qui, je l'espère, ne s'arrêtera jamais. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour cet échange passionnant avec vous. Je vous invite justement à rejoindre la salle parce que nous allons procéder à la cérémonie, le point d'orgue de notre rencontre, la signature de ce 3e lot de convention d'investissement dans le cadre de cette banque de projets industriels. Avec grand plaisir. Merci, Monsieur le ministre. La cérémonie de signature d'un 3e lot de convention d'investissement dans le cadre de cette banque de projets industriels. Il s'agit bien évidemment de 73 nouveaux projets pour un montant de plus de 2 milliards de dirhams. Les signatures se font à la fois en présentiel mais aussi sur Zoom avec l'ensemble des investisseurs qui nous ont rejoints depuis leur écran. Donc 73 nouveaux projets qui viennent donc renforcer l'assise industrielle marocaine, d'encourager la fabrication locale et d'arriver à une substitution en partie de nos importations à la faveur d'une fabrication locale portée par des investisseurs privés qui ont cru notamment. Donc je vous invite, messieurs, dames, à signer les conventions d'investissement, s'il vous plaît. Bravo aux signataires. Nous avons également des signatures que les investisseurs sur Zoom nous montrent. Bravo à vous aussi. Et on vous souhaite plein de courage dans votre projet industriel. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'avoir assisté à cette...
à cette cérémonie de bilan d'étape de la banque de projets industriels, mais aussi cette cérémonie de signature de ce troisième lot de conventions d'investissement, 73 projets au total qui vont justement accompagner cette nouvelle dynamique industrielle. Bravo à tous. Et bravo